Et nous sommes devant le moulin à café. Pour l'exposition du livre de Jean-Jacques Mue. C'est par le fait que j'ai été saisi par les impôts pour une somme que j'avais négligé de payer, c'est-à-dire mes impôts sur le revenu. Et j'étais super mal parce que je me disais, mais je pourrais même pas écrire ma colère, quoi. Donc j'ai lancé une sorte de ras-le-bol sur Mediapart, un blog comme ça, sur mon blog. J'ai dit, ben, j'en ai plein le dos. Et tout d'un coup, il y a eu un afflux de gens qui ont dit, mais écoute, vas-y, lance ta colère, lance ton indignation. Nous, on mâche la souscription. Et alors tout d'un coup, je me suis dit, mais je vais prendre les textes des indignés. Donc j'ai commencé à les prendre sur Internet. Mais il me fallait les droits. Donc il me fallait voir les assemblées populaires. Donc apprendre de plus près qui étaient les indignés. Donc petit à petit, connaître la Campada de Madrid, Sol, et petit à petit, j'ai appris qui étaient les indignés. Mais les indignés sur Mediapart, nous étions en train de nous inquiéter sur le fait que comment ça se fait qu'un Espagnol et un Grec puissent discuter. Et ils discutent quoi? Ils discutent en anglais qui est la langue de l'impérialisme, avec lequel, honnêtement, je ne sais pas vous quel est votre niveau d'anglais, mais moi le mien, si vous me faites parler en anglais, à part les chiffres, à part les lieux, les localisations, donc franchement, si c'est ça le niveau de communication des débats politiques des indignés entre Grecs et Espagnols, c'est perdu d'avance. On ne peut pas penser une société démocratique si on raisonne dans les mêmes raisonnements de chiffres et de rentabilité que les Anglais, les Anglo-Américains, ils savent mieux compter que nous en plus. Donc je veux dire, on est même pas top, quoi. Donc c'est là que l'idée, à partir de Dominique Couturier, Pierre, qui est très mauvais caractère, a dit ouais, je vais m'y mettre moi, et derrière lui une équipe, et j'étais effaré de la qualité de traduction. En plus, leur connaissance du français, je suis agrégé de lettres, leur connaissance du français, leur rigueur de travail. J'ai connu les espérantistes, alors que il y a 20 ans, 30 ans, j'y avais un peu touché, en me disant ouais, ce serait bien. Et puis non, ben, c'est bien gentil tout ça, mais j'y ai pas cru, quoi. Et là, ils m'ont montré que c'était, mais si on veut vraiment discuter de politique, c'est par là que ça doit commencer. L'espéranto, on prend, allez, un gars comme moi prend 2-3 mois. Un gars un peu plus long prend 6 mois. 6 mois pour apprendre l'espéranto. On fait un gain, si on parle de faire un gain économique au pays. Le Québec refuse d'apprendre le français, pourquoi? Parce que ça coûte trop cher de former à la francophilie. Donc ils préfèrent mettre leur argent en cinéma, en affaires, en banque, en commerce, sur plein d'autres trucs, mais pas à l'apprentissage des langues étrangères. Donc, les Anglo-Américains, les Irlandais, les Africains du Sud, etc., se permettent d'ignorer le monde. Ils connaissent l'anglais. C'est nous qui devons payer des immensités, mais un stage, le meilleur marché d'anglais, vous vaut, allez, 500, 800 €, quoi. Un stage d'espéranto, 200 €, quoi. Et en 6 mois, vous pouvez parler avec des étrangers. Je veux dire, mais quelle connerie, mais à côté de quoi on passe, quoi, enfin, c'est... Et donc, petit à petit, je me suis laissé dépasser par des gens qui écrivaient mieux que moi, qui pensaient mieux que moi, qui raisonnaient mieux que moi. Une fille m'a contacté pour me dire, ben, la maquette, tu t'en sors pas, je viens te la faire. Nous sommes venus ici, au Moulin à Café, et donc là où je ne m'en sortais pas, parce que là, ça me dépassait, je ne connaissais pas, c'est quelqu'un qui me l'a fait gratuitement, rien que pour le plaisir, pour la cause, quoi. En fait,
finalement, au dernier moment, je ne savais pas comment faire ça. Charlotte ici du Moulin à Café dit, ben, fais-le ici, qu'est-ce que tu attends, on peut recevoir du monde. Donc j'ai fait la soirée de lancement ici, et voilà, bon, vous êtes là. Je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir imprimer, malgré les souscriptions qui m'étaient venues, malgré les dons qui m'ont été faits, je n'avais pas assez d'argent. Au dernier moment, Charlotte me donne les coordonnées d'un copain à elle qui fait de la sous-traitance pour les imprimeries, et tout d'un coup je me trouve avec les meilleurs prix de l'imprimerie. Donc je me trouve avec un bouquin au bas mot, il vaut normalement 3 €. J'ai fait 1000 exemplaires. Donc le bouquin vaut grosso modo 3 €, prix de revient, quoi. Et le reste, ben, ça va, remplir de nouveau les caisses de ABC Édition, et on va recommencer une nouvelle aventure éditoriale, quoi. Et puis moi, mes impôts, je m'en fous, je verrai bien. Voilà. Je sais pas, j'étais un peu long, mais... Les 304 pages promises, malheureusement, le texte de Mikis Theodorakis, qui est un bel appel, ben, il était traduit en anglais et tout ça, en français aussi. Et ça me faisait suer quoi que je publie ça sans que ce soit publié en espéranto. Et alors que je devais faire le bon à tirer à l'imprimerie, je disais mais c'est une couillonnade quoi, enfin, on est en train de se faire avoir quoi, enfin, Mikis Theodorakis qui passe pas en espéranto, c'est trop con quoi. Et Vito nous a fait ça, je sais pas moi, moins de 24 heures quoi, enfin mais vraiment j'étais aux larmes quoi, quand j'ai arrivé le texte grec avec le texte espéranto, oh, oui, c'était trop beau. Ouais, ouais, c'est trop beau. Et c'est les plus belles pages du bouquin, vraiment, c'est... Voilà, merci Vito. Surtout que Mikis Theodorakis, il a déjà des liens avec l'espéranto. Ah oui? Oui, l'année dernière, nous avons chanté le canto général en espéranto. Pablo Neruda et musique de Mikis Theodorakis. Et on l'a chanté à pendant 2 ans, de 2008 à 2011. Voilà. Une fois, on l'a chanté à Cuba. C'était ce que tu me mettais dans le lien là, quand tu m'as écrit, tu me mettais les liens. Mais son frère, tes deux frères ont participé à la chorale. Ils ont fait ce que tu disais que vous avez fait à Cuba. Ouais. Au Théâtre National de Cuba, ils ont chanté à la Havane, le canto général en espéranto. Je te dois 10 €. Hein. Alors, vous me permettrez, on est le 13 avril, vous me permettrez d'avoir une pensée émue pour la trésorière d'ABC Édition qui se trouve être en même temps mon ex-épouse, en même temps la mère de mes enfants. C'est son anniversaire aujourd'hui, je vous dirai pas son âge. Et évidemment, nous sommes grands-parents, elle et moi, d'une petite Maëlle qui a 13 mois, et que je devais garder ce soir. Ouais, je sais, les grands-parents sont comme ça. Le machisme n'est pas mort. Hein. Voilà. Ouais, et puis après de l'autre côté aussi peut-être. Mais il se retourne pas, Jean-Jacques. Non. Que du meilleur Il se pour demain. retourne dans le mauvais angle. Inch'Allah. Pour l'humanité surtout. J'espère que tu arriveras à me lire. C'est bon. Bon, je fais un peu des photos quand même parce qu'il n'y a pas que filmer. Heureusement que tu es là, Chantal. Alors donc... La san protecta stato de la lando pensigas pli kaj pli al la landoj de la tria mondo kaj ne la plej prosperaj. De nun, kuracistoj estas devigataj preskribi senmarkajn medikamentojn. La plej bona ekzemplo de produkto estas Bangladesho,
handicapuloi ne plu existas, enmigrantoi, virinoi solai, maljunuloi, plu neniu existas, krom por pagi taxoin kaj impostoin. Oni antaŭ pagas la ekzamenojn efektivigitajn en hospitaloj, tie, kie la hospitalo ne estis simple fermita, aŭ vendita al interusona. C'est pas le texte de Theodorakis, ça. C'est traduit du grec. Je savais pas, il y a plusieurs extraits traduits du grec. Oui, il y a Marie-Laure Veillant, oui. D'accord. Et puis il y a Okeanos aussi. Parce que je reconnaissais pas le texte en fait, c'est parce que c'était pas celui-là. C'était pas le tien, c'était pas le Mikis Théodore. Tu peux nous parler de cette... À partir de la page 86, 66, t'en as du grec. Enfin, issu du grec. Ah oui. 60. Oui. C'est du Bangladesh, du pays tiers. Oui, non. Là, ça c'est. Alors, là, on est sur Theodorakis. Je peux lire le premier paragraphe. Internatia comploto casas celante conduci fine al detruo de mia lando. La alsturmantoi comencis en 1975, cun kiel cel puncto la moderna greca culturo, kai ili daŭrigis la malmutadon de nia ĵusa historio, kaj de nia nacia identeco, kaj hodiaŭ ili provas nin fizike ekstermi per senlaboreco, malsato kaj mizero. Se la greka popolo ne leviĝas por ilin haltigi, la risko ke Grekio malaperos estas ja reala. Mi vidas ĝin alveni dum la 10 venontaj jaroj. La sola elemento kiu postvivos nian landon estos memoro pri nia civilizo kaj niaj luktoj por libereco. On voit tout de suite sur la droite, métro national, langue internationale. On donne des cours, je crois que c'est 40 € à l'année. J'ai avec moi le secrétaire de l'association. Moi je donne des cours depuis septembre, sachant que je suis vraiment mis à l'espéranto quand il y a un an quoi. Il y a un an, donc selon son don, etc., on va plus ou moins vite. Mais on arrive quand même très rapidement à comprendre des textes très compliqués qu'il faudrait des dizaines d'années pour comprendre, par exemple, s'ils étaient en anglais. Voilà. Donc après, l'expression, elle vient au fur et à mesure qu'on parle. Monsieur parle espéranto, là j'ai mon amie Elisabeth, on est plusieurs. On arrive à avoir des discussions, puis surtout à avoir des discussions avec des Chinois, avec des Anglais, avec des gens qui ont des paradigmes culturels complètement différents. Et on se comprend quand même. Voilà. On peut faire ces mots, on peut parler de manière très subtile, aller comprendre des choses qui seraient inimaginables dans d'autres langues. Je propose que, pour répondre à la question de Jean-François et Hélène, on discute de ce que font les indignés. Alors très vite, pour dire, les indignés c'est pas un label, hein. Personne ne peut se dire je suis indigné ou pas indigné, enfin bon. Par contre, il y a des assemblées populaires où les gens essaient de trouver des modes de démocratie différentes de ce qui se pratique aujourd'hui. Donc c'est dans ces assemblées-là qu'il y a des marcheurs, qu'il y a des relations avec les gens, où on essaie, où donc des gens qu'on appelle, pour aller vite, indignés, essaient de dire leur vision du monde et leur vision de la démocratie et du rapport à la cité. Voilà. Donc il y a des marches qui vont arriver en banlieue là demain. Je crois qu'on pourrait... Et puis les marches de Bayonne et tout ça qui viennent le 21, qui arrivent le 21. Donc tout ça on peut en parler. Je laisse la parole à d'autres des assemblées. Je pense que la discussion qui était proposée pour le faire ce soir, je vous propose dans le cadre des marches des banlieues qui vont partir donc demain à Saint-Denis. Le départ, en fait, il y aura une manif demain pour le lancement des marches qui sera qui partira demain à 14h. Si je ne me trompe pas, 15h de la place du Guimet 45 à la Courneuve, avec des collectifs anti-expulsion, collectif des mal logés,
et grand logement. Pour arriver devant le tribunal ou la préfecture de Bobigny, donc après. Saint-Denis, le soir à 19h, donc il y a une grande soirée festive avec le collectif Hardy, Action artistique pour une réelle démocratie. Voilà. Action artistique pour une réelle démocratie maintenant. Il y a. Comme ça. Et donc avec pas mal d'invités, pas mal de rencontres et de discussions à bâton rompu. Le lendemain, donc c'est le départ réel de la marche en Saint-Denis. Et donc après, vous aurez toutes les infos. J'ai laissé quelques tracts en fait, à l'entrée. Il y aura toutes les infos donc, sur les sites et pour ceux qui utilisent Twitter aussi. Durant le parcours de la marche jusqu'au 12 mai, il y aura des espaces de discussion dans lesquels cette discussion-là pourra éventuellement être évoquée, voire d'autres. Donc je vous invite à venir sur une étape, ou deux, ou plus, en fonction de vos disponibilités, puis à partager en tout cas autour de vous le plus possible ce message, parce que voilà, il y a des choses qui sont possibles, il y a des projets qui sont en cours. On a simplement juste envie que ces projets et ces rencontres puissent se concrétiser afin qu'on puisse nous-mêmes, le peuple, se réapproprier notre avenir et réécrire l'histoire ensemble, en parallèle de dénoncer et de combattre ce système dont nous ne voulons plus. Donc voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve des personnalités, des gens qui ne nous connaissons pas, mais on discute, comme je discute avec madame par exemple, on en vient à échanger des choses qui nous concernent tous au quotidien. Et ce qui est vraiment important, c'est la discussion, quoi. Parce que chacun s'y retrouve, chacun se sent écouté, et chacun se rend compte qu'on peut faire des choses à notre petite échelle. Et qu'à plusieurs, on peut effectivement faire des choses. Alors au départ, on part d'une idée qui devient une petite réflexion, une petite action. On voit que ça marche à un certain niveau, on voit que ça apporte du bien-être aux gens, on voit que chacun s'y retrouve, alors on décide de tenter ça à une autre échelle. Et c'est ça qui est... De toute façon, à la base, c'est plus intéressant que de rentrer chez soi et de s'enfermer entre ces quatre murs et puis faire comme si ça n'existait pas, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment primordial, je crois, il me semble. Il y avait monsieur qui avait une question à poser. Je voulais poser une question sur le sujet de la marche qui aura, comme monsieur expliquait, en Seine-Saint-Denis. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura prochainement une marche qui sera organisée à Paris dans le 14e, dans le cadre des gens qui sont mal logés? Parce que c'est vrai que c'est là les arrondissements très rares, mais c'est un arrondissement, c'est quelque chose qu'il faut remarquer, qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont très petits dans le 14e. Et dans toutes les rues, quel que soit le quartier du 14e. Donc moi je fais partie à l'organisation dans un 12 mètres carrés que j'habite qui est très petit. Voilà. Oui, oui. Tu connais des associations qui s'occupent de mal logés ou voilà, de mal logés dans le 14e et peu importe l'arrondissement, mais surtout le 14e. Disons que le point fort de la collaboration comme ça, c'est justement faire ce qu'on appelle de la convergence des luttes. C'est-à-dire que si vous avez un collectif dans le 14e à Puce, on fait plus de choses. Donc venez demain, prenez un tract, venez demain rencontrer des gens qui luttent dans des collectifs du DAL, des comités de lutte, de soutien aux expulsés à Saint-Denis, à Montreuil, à Saint-Pon. Il faut venir parce qu'on peut faire quelque chose à cette échelle-là. Il ne faut pas rester dans votre coin. Oui, on peut y arriver. Ne serait-ce que pour en discuter, parce que vous avez des problèmes qui concernent aussi... Tout le monde est concerné dans Paris. Et tout le monde a les mêmes problèmes, il est dans une... 2600 agences immobilières. Et ce qui est rare, on vous propose des studios où vous êtes petitement logés, que ce soit pour un couple ou que ce soit pour une personne qui est toute seule. En plus de ça, c'est très cher. Il y a ça aussi. Donc, oui, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des lieux qui sont fermés et non utilisables. Je voudrais dire un mot qui est très simple. C'est que depuis des années et des années, beaucoup de gens ont lutté pour des causes justes et légitimes
Seulement, ils ont chacun lutté de leur côté. Ils ont chacun lutté dans leur parti, dans leur groupe. Ça a donné ce que j'appellerais une stratégie de meute, chacun pour son entre-soi. Le but de ce mouvement, que certains appellent indigné, c'est effectivement de fédérer toutes ces luttes en remettant les choses dans le bon sens. Les bœufs que nous sommes devant la charrue à tirer. C'est-à-dire de mettre la démocratie d'abord. Parce que sinon, même les valeurs de la République, on n'arrive pas à les défendre. On peut faire des petites choses comme ça localement. C'est des petites victoires qu'on a, mais globalement, on a reculé. Personnellement, j'ai 30 ans de syndicalisme derrière, c'était toujours sur la défensive. C'est dommage. Et par rapport au nom d'indigné, je voudrais répondre à la question de monsieur tout à l'heure. Il y a un petit texte qui a été voté à la Défense, qui était une forme d'ultimatum par rapport au pouvoir, à l'autorité, que s'il ne nous laissait pas camper, parler, il ne fallait plus parler d'indigner, mais d'insurgés, de révoltés, d'insoumis. C'est-à-dire que il y a eu une petite brochure fort sympathique, très bien écrite par quelqu'un dont la spécialité c'était la diplomatie. Donc il a trouvé des mots justes, qui flattaient les cœurs et les oreilles. Mais on sait très bien que ce qu'on confie à un diplomate, c'est un mandat impératif. Le mandat impératif, révocable. Un mandat impératif, c'est un mandat qui est écrit. On demande à la personne que l'on mandate de faire telle chose en utilisant tel moyen. Et en une vraie démocratie, les mandats ne sont que impératifs. Je vous invite à relire l'article 24 de notre actuelle Constitution de 58 qui dit que tout mandat impératif est nul. Les circonstances historiques particulières ont justifié cette Constitution de 58. Il est temps que nous nous remettions nous-mêmes à réécrire les règles et à dire que tout mandat dans une vraie démocratie doit être impératif et doit être révocable. C'est-à-dire que celui qui ne respecte pas la mission qui lui a été confiée est révoqué immédiatement sur le champ par le peuple, qui reste souverain. La volonté du peuple qui reste souveraine. C'est prise de tête, mais c'est encore la meilleure chose qu'on ait trouvée pour satisfaire chacun, la condition de chacun en société. Et voilà, c'est pour ça que dans ce mouvement, il n'y a pas de représentants. Il y a que des gens qui sont mandatés pour faire un compte-rendu. Par exemple, ce soir, on pourrait mandater quelqu'un pour donner un tour de parole, pour que chacun puisse s'exprimer. Quelqu'un qui soit attentif à tout le monde. Dès que quelqu'un veut parler, on organise une vraie assemblée populaire. Parce que le but du mouvement, c'est pas de faire effectivement des tribunes pour les tribuns, ceux qui savent poser. C'est pas de faire des conférences. C'est essentiellement de donner la parole à chacun. Que chacun puisse l'apprendre, effectivement, et qu'on puisse tirer le meilleur de ce qui est dit. Et récupérer son pouvoir. Parce que le premier pouvoir, c'est le pouvoir médiatique, c'est le pouvoir de celui qui parle. Il n'y a qu'à relire les vieux livres et on comprend tout de suite. C'est intéressant. C'est ma vision personnelle. Ouais, bon, on est là pour en discuter en plus. On en a discuté plein de fois d'ailleurs des règles d'organisation comme ça en assemblée. Il y a un texte dans le bouquin qui s'appelle « Savoir-vivre en assemblée ». Le savoir-être en assemblée. Donc ça rappelle les codes, les codes qui sont communément adoptés et qui nous viennent de l'Assemblée d'Espagne. Les codes manuels donc pour indiquer qu'on est d'accord, qu'on est absolument qu'on a une opposition formelle à une idée, qu'on essaie de prendre des décisions au consensus sur l'Assemblée de Paris, c'est-à-dire que on se met d'accord jusqu'à ce qu'on tombe sur une... on parle jusqu'à ce qu'on tombe sur une unanimité de décision. Ouais. On est tous d'accord là-dessus. Ah oui. C'est ça la démocratie. Disons que c'est ce qui convient à chacun. Enfin, je veux dire, c'est plus juste que de voter au détriment de certains. Est-ce que tout le monde connaît les petits codes, justement, les mains qui
les gestes... On a vu 3 mains là, on Ouais. suppose que c'est des Je suis d'accord. Voilà. Spontanément, je lève mes mains et je suis d'accord pour dire que oui, je partage cette idée-là. Ou non, je suis pas du tout d'ailleurs. Alors là, il n'y a pas moyen de faire passer. Le signe qui a été fait là, c'est le signe du blocage. Ah d'accord, qui est représenté sur la couverture. Qui représente naturellement une humanité qui s'oppose au système que Je dis, même si on ne savait pas, on le savait pour dire... C'est vert en blanc. Ah, mais le bouquin est entièrement libre de droit, c'est-à-dire que tous les textes ont été trouvés sur Internet. C'est ce qu'on appelle de la licence commune, du partage commun en fait. Chacun est libre de le modifier, de l'adapter, de... Voilà, ce signe-là, vous connaissez peut-être la version... C'est le copyleft. Voilà, donc le copyright, ceci, à l'envers, ce qu'on appelle un copyleft. Un copyleft. Enfin, vous avez les coordonnées de la maison d'édition, donc vous pouvez contacter la maison d'édition. Je peux vous envoyer le PDF du texte, et donc vous pouvez repiquer les textes comme vous voulez, les envoyer. Ah oui, alors par contre, si tu veux pas, il faut dire pourquoi. Il faut que ce soit constructif en fait. Il faut que ce soit constructif. Moi, dans le mail, j'ai mis... C'est des marionnettes, le signe humoristique. Parce que quand on est d'accord, on peut aussi lever la main et dire on est d'accord. Ça fait comme ça. Mais c'est beau à voir, hein. Dans une assemblée, 5000 paires de mains comme au 15 octobre qui se lèvent et qui font ça, je vous assure que c'est très impressionnant. D'ailleurs, c'est un des signes du langage des signes, Ouais, c'est ça. qui veut dire bravo. Bravo, ouais. Ça veut dire bravo en fait. On a pensé, on a une toute petite pensée à... Quelqu'un veut faire le tour de parole? Ouais, mais moi je veux bien parler. Edouard? On n'est pas beaucoup. On arrive à se réguler de manière autonome, tu penses pas? On n'est pas forcément Moi c'est pour proposer, maintenant ça peut être refusé. Donc je voulais vous donner des informations sur la marche Bayonne et la marche Toulouse. Donc ils sont à Orléans actuellement. Demain ils seront à Achères le marché. Et le 18 avril, ils seront à Bagneux. Et certainement le 19 avril, ils seront à Montrouge. Chacun sait peut-être qu'il y a des marches donc, qui sont parties de... C'est la marche dont tu parles, elle est partie de... Bayonne et Toulouse. Bayonne et Toulouse, ouais. Ils se sont rejoints à Tours. Et ils sont partis le 5 mars, je crois. 5 mars. Ils sont partis le 5 mars, ouais. Donc ce sont des gens qui marchent. Qui marchent pour dénoncer. D'ailleurs, sur Internet, il y a une très belle accroche de film. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Ils marchent pour parler, ils marchent pour marcher, ils marchent pour dénoncer, ils marchent pour... C'est très émouvant à voir, c'est très beau. Mais bon, c'est surtout une sacrée expérience parce que ces gens marchent ensemble et justement, c'est un exemple de solidarité pure, quoi, qui se crée. Il y a de l'art, il y a le partage, il y a la... Ouais. J'ai pas fini. Oh, excuse-moi. C'est riche. Donc je voulais dire que tous les soirs, nous faisions des assemblées dans les petits villages et dans les grandes villes. Et à Poitiers, justement, avec le DAN, qui a repris l'Occupy Poitiers. Ils occupent Poitiers, sur la place de l'Église. Et ils ont une revendication, c'est le loyer gratuit pour tous. Internet gratuit pour tous. Le transport gratuit pour tous. La culture gratuite pour tous. Et je ne sais plus... Et l'énergie gratuite pour tous. Alors, il faut savoir que ce sont essentiellement, c'est un passage de cette marche pendant 2 jours qui a permis à tous les gens qui étaient sans domicile et des associations du coin, des associatifs du coin, de tenir un campement à temps complet, parce que vous savez qu'en France, dès qu'on veut parler de démocratie, ça se passe très bien si on dit bon, on se quitte à 6 heures, on ferme, aucun problème. Par contre, dès qu'on veut le faire en temps continu, c'est-à-dire faire les 3-8 en temps complet,
ah, l'État se rend compte que là, il y a un petit danger, ça devient sérieux. Les manifs faute mouton, on connaît, ça marche pas, mais là, ça devient plus sérieux. Et là, vous avez 50 campeurs, et il y a tout de suite 12 camions de gendarmerie autour, quoi. Donc eux, ils ont compris l'impact que pouvait avoir un campement de gens qui se déterminaient démocratiquement. Ce qu'il y a de dommage, c'est que ce message-là ne soit pas encore passé dans les médias de masse, et qu'on ait vu ça comme des histoires des marionnettes, gendarmes contre manifestants, contre gaz lacrymogène, coup de bâton, tente arrachée. Non, non, il y a quelque chose de beaucoup plus. Il y a eu aussi des arrestations, puis des gens qui ont même des arrestations. Des accusations. Plus une tentative de viol par terrorisme. Mais le fondement de la chose, c'est des gens qui s'autodéterminent de façon définitive sur un point fixe. Et c'est ça qui fait peur aux gens qui sont au pouvoir. Le restant, il est doucement. J'ai une petite précision en rapport à ce que tu disais. C'était assez rigolo de voir que au moment où on tenait nos assemblées générales du dimanche à 15h près de l'Institut du Monde Arabe, donc tout près de Jussieu, je me souviens qu'à une assemblée, il y a quelqu'un qui a laissé sortir, il y a un rapport qui a fuité, alors je ne sais plus si c'est la Cour des comptes ou je ne sais plus trop quoi, il y a un rapport qui a fuité et qui nous indiquait qu'après 3 mois d'activité, le mouvement des indignés avait déjà mobilisé 400 000 € de frais de police, de CRS, de 400 000 € quoi. Et personne ne nous connaît, c'est juste ridicule, c'est ridicule. Juste 400 000 € pour nous quoi. Ça en fait du transport gratuit pour tout le monde. Hein. À combien? À 4 mois je crois, 3 ou 4 mois d'existence. C'était au mois de juillet, le mouvement avait commencé au mois de mai, même pas, enfin ouais, mois de septembre. Bon voilà. Faut dire qu'on est dangereux, mine de rien. On n'est pas nombreux mais on est dangereux. On entretient nous les poulets. Qu'est-ce qui n'est pas ici nous? Oui, à propos de la gratuité, je voudrais juste donner 2 ou 3 petites précisions. En fait, énoncer comme ça paraît utopique et impossible. La gratuité, on se dit après tout, il faut bien que quelqu'un paye, le contribuable, etc. Bon, alors, prenons les choses autrement. L'autosuffisance, c'est possible. J'ai connu au mois de mai l'année dernière, une femme et son compagnon qui ont élevé leur gosse, ils n'avaient rien, mais rien. Ils creusaient dans les racines, ils prenaient la cueillette. Lui, c'est un ancien héros de la guerre en Birmanie, donc il est un peu MacGyver comme ça, il connaît vachement les trucs dans les bois, dans les branches, dans les lianes. Elle a été éduquée sur l'anatomie, elle connaît très bien les tisanes, les champignons, etc. Ils avaient un petit enfant qui avait autour de 10 ans, un peu avant, un peu après, ça a duré 7 ans leur aventure, et ils ont très bien vécu. Donc l'autosuffisance, c'est possible. Je veux dire, ils sont vivants, ils sont beaux, ils sont très sains. Le gamin, il est devenu un homme maintenant, il fait du cinéma. Je veux dire, j'ai vu de mes yeux vus des gens qui sont en autosuffisance. En fait, ce qui coûte cher, et je vais vous donner l'exemple avec la maison d'édition, j'ai voulu demander des subventions au ministère qui m'ont dit, monsieur, si vous voulez être éditeur, vous devez être distribué. Je m'adresse aux distributeurs les meilleurs marchés de France qui me disent, on ne vous prendra que 11%. Donc, bien 11%, je donne mes bouquins, c'est très bien, et c'est diffusé partout en France. Ah non, monsieur, 11%, mais nous allons faire, nous, 40% aux libraires. Donc 11% plus 40% égale 50%. Bon, et puis après, ah mais la TVA c'est à votre charge. Mais oui, mais nous on est association, on n'est pas assujetti TVA. Mais vous, vous n'êtes pas assujetti, mais nous oui. Donc c'est pas nous qui allons payer la TVA, c'est vous qui allez la payer, 7,5. Bon, et au bout du compte, ce fameux bouquin dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne valait que 2,40 quoi. Si j'étais passé par un distributeur, le bouquin il me valait mais 15, pas loin de 15 quoi. Alors, c'est-à-dire que le système, il est fait pour faire vivre des intermédiaires. Vous avez un taxiste, il paie ses droits et il n'a rien pour manger. Il paie ses droits pour pouvoir conduire, pour pouvoir travailler. Et il paie ses taxes. Quand il a payé les taxes, ben, il ne reste rien à manger. Un boulanger, la carte bleue.
vous pouvez débiter, vous pouvez consommer pour 5 € carte bleue. Ah ouais? Ma carte bleue, monsieur, je la paye, me dit le boulanger, je la paye plus cher que ce que ça me rapporte. Les intermittents du spectacle, ils travaillent pour une troupe de théâtre et ils donnent l'argent que la troupe de théâtre devait leur verser, ils le donnent pour payer les charges. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour payer l'entreprise, le patron, quoi, en gros. Je veux dire, on est en train d'entrer dans un monde d'esclavage, quoi. Hein? Donc, ne dites pas, oh, ils sont rigolos de vouloir tout gratuit. En fait, c'est que c'est tous les taxes qui font que ce n'est pas gratuit. Qu'on arrête de payer tout ça, et on se retrouvera en train de vivre pour nous. Pardon. Il faut dire que là-dessus aussi, parce que c'est facile de plaisanter là sur effectivement tout gratuit, où est-ce que truc. C'est vrai qu'il y a des exemples fameux parce que tous les logiciels libres, ils marchent très bien. Ils sont très performants parce que les logiciels payants introduisent plein de protections. Et ils coûtent des armées de programmateurs qui finalement font le même boulot que les gens qui sont payés gratuitement. Donc on voit que ça marche. Et puis même pour le métro, on consacre une grande partie de l'argent à payer des contrôleurs, à mettre des machines, à les entretenir, etc. Donc une fois que finalement quelque chose est rentabilisé, comme les autoroutes, on continue à faire payantes, c'est absurde, soi-disant pour construire les nouvelles. Voilà, bon, c'est tout plein de choses comme ça. Donc effectivement, il y a une place pour le gratuit, sachant qu'en fait, on s'y retrouve puisque les gens qui utilisent le métro, les autoroutes, etc., produisent, payent leurs impôts, et l'impôt sur le revenu, c'est quand même le plus judicieux, le plus juste. L'impôt sur la consommation, comme la TVA, c'est le plus injuste. Voilà. Il y a d'autres variantes pour avoir une vie plus intelligente, disons. C'est de s'intéresser par exemple au revenu de base. L'idée du revenu de base, c'est-à-dire que toute personne vivante a droit, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, qu'elle soit enfant ou adulte ou vieillard, a droit à une temps par mois qui permet d'avoir un logement, d'avoir une somme suffisante, mettons par exemple 700, 800 €, qui permet d'avoir le minimum nécessaire. Et ensuite, la personne peut ou travailler ou ne pas travailler, étudier, faire une formation, etc. Et donc s'occuper des enfants. La personne qui est au foyer, qui garde ses enfants, elle reçoit aussi. Les enfants aussi reçoivent quelque chose, la moitié de ce que touchent les parents. Et donc, quel que soit son statut dans la société, on a de toute façon de quoi vivre. Après, tout ce qui est en plus, c'est... on choisit du coup un métier non plus en fonction de ce que ça rapporte, mais en fonction de l'intérêt qu'on y trouve. Et donc ça change beaucoup de choses. On s'intéresse du coup, on n'a pas le couteau sous la gorge pour avoir un revenu, mais au contraire, une activité, qu'elle soit artistique, professionnelle ou autre, on la choisit vraiment par conviction, et du coup on ne peut pas dire à la fin de sa vie, ah ben si j'avais pu, j'aurais fait ça, mais voilà. Donc, oui, je m'interroge sur ta proposition quant à la somme de 700 €. Oui. J'essaye de... et peut-être au lien avec la formulation revenu de base. Revenu de base, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenu minimum? Ça veut dire... Est-ce que... Parce que j'essaye de me représenter concrètement les choses ici à Paris, et je me dis qu'avec 700 €, c'est pas vrai qu'on vit dignement. Parce que dès qu'on a par exemple un enfant et qu'on a payé son loyer, il nous reste à peine pour manger. Alors de là à dire qu'on va satisfaire des besoins d'ordre culturel ou autre, je termine juste cette intervention. Ensuite, la question d'un salaire ou d'un revenu, peut-être d'ailleurs faudrait-il s'interroger sur les deux mots, mais je termine si tu veux mon intervention. Éventuellement, pour éviter les dialogues dans l'Assemblée, on pourra continuer le tour de parole. Mais je me dis que si tout le monde a 700 €, on pourrait dans une vision...
on pourrait, dans une vision compétitive, dire, bon, bah, il y en a qui sont pas bons à bosser, parce qu'ils sont pas assez compétitifs et qui trouvent jamais de boulot, leur permettant de passer de 700 à 900, parce qu'on estime que c'est des gens qui valent pas le coup. Et donc, je me demande, je termine juste mon intervention si tu veux bien, et je me demande si ce serait pas mieux de réclamer, alors j'aurais tendance à préférer, mais je m'y connais peut-être pas assez, le mot salaire plutôt que le mot revenu. Ça sert salaire socialisé et plutôt à 1800 ou 2000 euros pour être sûr que tout le monde ait vraiment de quoi vivre. Je préfère le mot salaire pour la raison suivante, c'est que le salaire, pour moi, il dit que tous et toutes, d'une façon ou d'une autre, on travaille. Et je crois que le revenu, c'est ce que l'on tire du capital. Et j'ai peur que l'idée de revenu, comment dire, entérine la notion de capital. Et je suis un peu affolé avec ces idées. Est-ce que je peux... Alors, juste, le concept de salaire, c'est justement... Il est refusé par ceux qui proposent l'idée de revenu de base parce qu'ils veulent que le fait qu'on touche quelque chose soit complètement dissocié du fait de travailler. Voilà, complètement dissocié. C'est-à-dire qu'on n'a plus droit, on coupe l'idée de revenu de l'idée de travail, complètement. Du coup, l'individu n'a plus un droit au travail, il a un droit à un revenu. Et un droit, quel que soit son statut. C'est-à-dire que s'il commence à travailler, il continue quand même à toucher son revenu de base. C'est pas tu gagnes tant, je t'enlève tant. Et donc pour revenir si on loge à Paris, évidemment, ça peut se faire aussi. Il y a des villes où ça a commencé à se pratiquer localement. Donc évidemment, c'est en fonction de l'endroit. Si les loyers sont exorbitants, il faut bien un revenu plus important que si les loyers sont bon marché, bien entendu. Ce que j'ai dit, c'est juste pour donner un ordre d'idée, mais dans l'exemple qui est montré dans le film sur le revenu de base, ça se passe c'est un exemple qui est pris en Suisse ou en Allemagne, je ne sais plus, en Allemagne. Il parle de 1000 euros et 500 pour un enfant. Donc un couple avec 2 enfants, et ils ont largement de quoi payer leur loyer, d'acheter des habits, d'acheter... ils sont confortables. Oui, justement, l'idée de revenu n'est pas du tout liée à l'histoire de capital. Hein. C'est ce qui revient à la personne, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'idée de capital. Donc, il y a un mouvement, 99%, qui est mondial, c'est proche des indignés, et qui indique qu'en fait, il y a 1% de la population qui détient pratiquement plus de 40% du monde. Des richesses produites et mal réparties. Ouais. Et il paraît que justement à partir de 26 000 euros par an par individu, on fait partie des 1%. D'accord. 26 000 euros par an. C'est-à-dire qu'on vit bien en France. J'en déclare à moitié aux impôts. On exploite très bien le monde. Hein. 26 000 euros par an. Par an. 26 000 euros par an fait partie du 1%. T'es sûr de ton chiffre? Ouais. Ça te paraît beaucoup? C'est au-dessus de 26 000 euros. C'est au-dessus de 26 000 euros. Oui, c'est quand même possible. La base est mondiale ou états-unienne? Mondiale. Mondiale, c'est quand même... La base est mondiale. La base est mondiale. Et c'est par personne. Hein. C'est pas par famille. Mais donc c'est rapporté à des choses qui sont dures à comparer, parce que si on compare le revenu d'un Parisien avec le revenu d'un Ghanéen, probablement que certains Parisiens gagneront 2, 3, 5 fois plus qu'un Ghanéen, tout en ayant des conditions de vie du fait des prix
qui sont radicalement plus mauvaises à Paris qu'au Ghana. Donc je pense qu'il faut, comment dire, que c'est intéressant, mais qu'il faut nuancer. En tout cas, ça a été très développé. Et, Je voulais dire aussi que dans le monde, il se passe des choses et que moi personnellement, en tant qu'individu, et je pense que c'est un point de vue partagé par beaucoup d'indignés, c'est que si on fait la révolution, on commencera par le bas, dans le monde. Donc on est loin de... Tu veux préciser, s'il te plaît, ce que ça veut dire, commencer par le bas? Ça veut dire ceux qui crèvent la dalle, ceux qui sont exploités, ceux qui sont expropriés, ceux qui sont mais les riches peuvent aussi changer de mentalité. Hein. Et les riches, on leur demande... rejoindre le bas, hein. De toute façon, c'est un mouvement pacifiste, on leur coupera pas la tête avec la guillotine, mais je pense qu'avec la loi de réquisition, on peut facilement laisser un logement à quelqu'un qui est propriétaire de son logement, mais s'il en loue un deuxième ou un troisième, bon, pour les retraités, ceux qui vivent de ça, on peut toujours s'arranger, les handicapés et tout ça, mais je pense que la loi de réquisition s'impose. Ensuite, je suis pour la suppression de l'argent, et remplacé par un outil d'échange. Comme quoi, par exemple? Ben, il y a le sel déjà. Le troc. Il y a le troc. Ah, mais le sel, c'est pas... Il y a les heures de travail. Et la richesse sera ainsi comment... On comptabilise le temps de travail. Le temps de travail, oui. Dans les échanges, puisque nous, on fait partie d'un CEL. Si je donne 1 heure de mon temps à une personne, elle me donne 60 unités avec lesquelles je peux me procurer autre chose auprès d'une autre personne. C'est le principe de la monnaie, en fait. Non, parce que ça ne peut pas être thésaurisé. Voilà. Donc ça ne peut être qu'un instrument qui facilite les échanges et qui permet de rentrer dans une comptabilité comme ça, dans des unités de compte, des choses qui n'ont pas de valeur marchande. Et on s'aperçoit qu'il y a plus de 80% des échanges qui se font dans les systèmes comme les CEL, qui sont hors système monétaire, hors marchandises. Pour le moment, ce n'est qu'une aide ponctuelle, parce que bon, on vit quand même en plein dans le système. Entre nous, on est dans le CEL, on a effectivement des échanges très intéressants.